Eh bien, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler du troisième cours magistral de neuropharmacologie. Et dans ce cours magistral, on va introduire la notion de douleur. Donc on va parler de la douleur dans plusieurs cours magistraux. Et nous allons tout de suite commencer à se poser la question de ce qu'est la douleur. Je commence tout de suite ma petite lecture. Le concept de douleur renvoie immédiatement à une réalité très subjective. Cette réalité peut être différente selon le patient et son praticien. Le patient connaît son état et le praticien essaie de trouver l'étiologie de cette douleur. Autrement dit, la réalité médicale du problème. Une douleur auquel on ne trouve pas d'origine peut être source de conflit entre ces deux réalités, celle du praticien gagnant toujours finalement. La douleur peut donc être perçue comme ambiguë sémantiquement, selon la subjectivité de chacun. Nous pouvons malgré cette subjectivité décrire la douleur. Elle est une manifestation sensorielle, nécessitant donc d'être perçue, signalant l'atteinte de l'équilibre d'un organisme. La douleur a donc une utilité, elle sert à alerter l'individu afin que celui-ci s'adapte. Donc toujours dans l'idée de pérenniser l'organisme, toujours pour sa survie. Tous les êtres vivants possèdent un signal d'alerte, semblable, mais qu'on ne peut pas qualifier de douleur. Par exemple, les plantes ne ressentent pas la douleur. Ainsi, la douleur appartient à une famille plus large de perceptions que tout être vivant possède, qu'on appelle la nociception, venant de nocif et de perception. La douleur peut être définie comme une notion universelle inhérente à l'humain. Cette douleur peut être ignorée ou provoquer une plainte. Être d'origine somatique, donc quand un élément extérieur vient mettre en péril notre intégrité physique, ou psychologie, donc par exemple frustration entre le plaisir et le déplaisir. Elle engendre aussi un processus cognitivo-affectif, c'est-à-dire un apport d'émotion au message douloureux perçu. Il faut parallèlement distinguer la douleur de la souffrance. En effet, la souffrance est la conséquence psychique de la douleur. Elle résulte de l'émotion donnée au message de douleur. Ainsi, la douleur est biologique et observable, alors que la souffrance est d'ordre psycho-émotionnel et plutôt objective. On comprend alors que c'est la souffrance qui dépend de chacun, donc selon la culture, l'éducation ou encore la personnalité, et non pas la douleur. La souffrance est souvent liée à un contexte social où la douleur est perçue comme quelque chose à éviter, comme un événement où il faut vite soigner ou du moins consoler celui qui reçoit le message douloureux. Aujourd'hui, nous voyons la douleur comme complexe et impératif à prévenir ou à traiter. La douleur peut venir de toute action qui vient perturber l'intégrité physique de l'individu. Donc ça peut être mécanique, on se fait écraser le pied, thermique, donc l'exemple de la plaque de cuisson, coupure, on utilise masse oculaire, on se coupe un peu le pouce par exemple. Et là, aucune liaison, enfin aucune transition. Petite parenthèse du jour, voilà, c'est le moment, je coupe avec je coupe très légèrement avec le cours magistral. Alors l'intrusion de micro-organismes dans le corps engendre une réaction inflammatoire. Cette réaction peut avoir divers effets secondaires comme la douleur, mais reste nécessaire pour lutter contre le micro-organisme pathogène. Ainsi, prendre des anti-inflammatoires pour réduire la douleur perçue de l'inflammation va venir ralentir le processus de guérison en freinant l'activité immunitaire. Autrement dit, par pitié, si vous avez une réaction inflammatoire, ne prenez pas d'anti-inflammatoire. Simplement parce que ça va juste ralentir votre guérison. Vous allez moins avoir mal, mais vous n'allez pas guérir. Et finalement, cette douleur va plus traîner dans le temps. Donc c'est quoi le mieux? C'est d'avoir mal un bon coup ou d'avoir mal longtemps? Plutôt de retarder finalement. Voilà, c'était la parenthèse du jour. Alors pour finir sur la définition de la douleur, oui, on n'a toujours pas fini, notre cher prof nous a donné sa propre définition. Le problème c'est qu'on sait quand il commence à définir, mais jamais quand il s'arrête. C'est pour ça qu'on a une définition absolument gigantesque. Il définit la douleur comme une sensation qui définit un état dans lequel se trouve l'individu. Par exemple, blessé. Cette sensation peut s'exprimer à un instant T ou au contraire, parfois de façon chronique.
Son origine est multidimensionnelle et interne. Elle fait suite à une homéostasie perturbée. La douleur perçue peut dépendre de la sensibilité de chacun entre l'agréable et le désagréable, ainsi qu'à un certain seuil de tolérance de ce qu'on peut appeler la dysesthésie. Voilà, nouveau petit terme important. Elle dépend aussi des capacités de résilience de l'individu. Autrement dit, est-ce qu'il résiste, est-ce qu'il arrive à encaisser la douleur facilement? Il s'efface lors du sommeil du fait d'un effet sédatif sur le corps. Ainsi, on comprend que la douleur peut être atténuée par des effets sédatifs qui viennent altérer son état de conscience. Donc là, on peut penser à une alternative du sommeil qu'on appelle l'hypnose, notamment lors de certaines interventions chirurgicales où on va essayer de limiter la douleur en passant par l'hypnose, en modifiant notre état de conscience et donc avoir des effets sédatifs. La douleur est la conséquence d'une mécanique. Elle est d'origine biologique et provient de nombreux récepteurs sensoriels situés presque partout dans l'organisme. Ces récepteurs sont plus précisément des nocicepteurs. Le message transduit par le nocicepteur est alors acheminé vers la moelle épinière et le système nerveux central, en passant par des voies nerveuses, dans le but de donner une alerte et d'y répondre. La moelle épinière peut permettre de produire la production d'actes réflexes, donc c'est-à-dire involontaires. Le système nerveux central est informé pour participer aux réponses adaptatives plus complexes. Donc là, on a l'exemple de la main sur la plaque de cuisson, où par réflexe, hop, la moelle épinière, ça envoie un message, on va enlever tout de suite la main. Par réflexe, on va enlever la main, et après, ça va aller jusqu'au système nerveux central, où là, on va rajouter de l'émotionnel, le cognitivo-affectif. On va se rendre compte que faut pas que je mette ma main là. Et on va se souvenir et on va s'adapter à cet environnement et on va comprendre qu'il ne faut pas mettre la main sur une plaque de cuisson. Les différences individuelles présentées précédemment rendent la clinique de la douleur très complexe du fait de l'hétérogénéité de son ressenti. Alors maintenant, on passe à la deuxième partie du cours et on va s'intéresser aux étiologies de la douleur. Alors nous allons parler de 3 étiologies différentes et nous commençons tout de suite par la plus fréquente, l'étiologie nociceptive. C'est l'étiologie d'origine biologique et donc celle qui est la plus objective. C'est celle présentée dans la définition du prof où des éléments nociceptifs, notamment avec les nocicepteurs, engendrent une réaction nociceptive, par exemple enlever la main de la plaque de cuisson. Une autre étiologie plus diffuse est l'étiologie neurogène. Elle est la conséquence d'une anomalie dans l'anatomie d'un des maillons de la réaction nociceptive. Ainsi, il peut s'agir d'une anomalie dans le système nerveux central, dans le système nerveux périphérique, donc je rappelle la moelle épinière appartient au système nerveux périphérique, ou encore dans les neuromédiateurs indispensables à cette réaction. Les sensations de la douleur neuropathique perçues peuvent être très variables, donc on peut avoir des sensations d'écrasement, de brûlure, de picotement ou encore d'engourdissement. Ces sensations peuvent être ponctuelles ou chroniques. Depuis 2016, la sous-catégorie des douleurs nociplastiques est apparue. Donc, les douleurs nociplastiques appartiennent à l'étiologie neurogène. Il s'agit d'une altération de la nociception, donc notamment par une sensibilisation, alors qu'il n'y a aucun problème au niveau des systèmes nerveux central et périphérique. Ce type de douleur aurait pour origine une réponse exagérée de l'organisme, conduisant à la sensibilisation, ou à la diminution de leviers chimiques inhibiteurs à la douleur. On peut penser du coup aux endorphines, globalement, qui vont diminuer la sensation de douleur perçue. Les douleurs nociplastiques peuvent être aussi dues à un excès de messages provoquant des modifications sur les nocicepteurs. Quand le nocicepteur reçoit toujours l'information et est toujours stimulé, il finit par se modifier. D'où la notion de plastique. Enfin, je pense. Là, c'est juste mon avis. Plastique, c'est au niveau de la forme. Les nocicepteurs changent de forme, ce qui font qu'ils sont plus sensibles. Dans ce type de douleur, nous pouvons citer la fibromyalgie, c'est-à-dire c'est des douleurs musculaires permanentes, ou encore les différentes inflammations des articulations qu'on peut tout simplement... on peut parler dans ce cas tout simplement d'arthrose. Les douleurs neurogènes n'ont pas de marqueur biologique. De ce fait, la création de médicaments reste complexe, ce qui provoque l'utilisation d'antidouleurs
pour les origines nociceptives, et cette baisse de spécificité rend le traitement moins efficace, et seul le symptôme est traité. Donc le message en fait reste présent, il y a toujours le problème, que ce soit au niveau du système nerveux central, du système nerveux périphérique, ou que ce soit toujours le nocicepteur qui soit modifié. Ce problème n'est pas résolu, c'est juste la douleur qui n'est pas perçue temporairement. Alors nous avons une troisième étiologie, l'étiologie psychogène. Donc on a, juste petit rappel parce que c'est vrai qu'on a tendance à vite se perdre, étiologie nociceptive, donc c'est la plus naturelle, étiologie neurogène, c'est qui quand il y a un problème quand il y a un problème interne en fait. Et là on a l'étiologie, il faut juste pas que je me perde. Ah oui, l'étiologie psychogène. Ici, il s'agit d'une conséquence d'un trouble psychique. L'individu peut avoir des sensations de douleur inobservables en l'absence totale de lésion. Il dit qu'il a mal à la main, mais sa main va très bien. Dans ce cas d'étiologie, un avis psychiatrique est nécessaire. La psychopathologie identifiée pourrait rendre l'individu très vulnérable à la nociception. Ainsi, on met en péril un équilibre psychosomatique, donc une zone de confort, qui correspond en fait à un entre-deux des extrémités désensibilisées et hypersensibilisées. Autrement dit, ce qu'on cherche tout simplement, pour être le plus adapté possible, c'est de ne pas être hypersensibilisé et de ne pas non plus être totalement désensibilisé à la douleur, au sens où elle est nécessaire pour notre adaptation. Alors maintenant, on va s'intéresser à comment repérer cliniquement une douleur. Pour repérer cliniquement une douleur, plusieurs dimensions sont utilisables. Biologiques, cognitivo-affectives et comportementales. Bien évidemment, c'est valable pour l'humain et aussi les animaux. On cherche à connaître le siège de la douleur et comment elle se manifeste. On peut utiliser divers outils comme des prises de sang ou encore une ponction lombaire. Des marqueurs chimiques existent, comme un taux anormalement élevé de cortisol ou de catécholamine. Alors je rappelle, les catécholamines, c'est une famille de molécules dans laquelle on retrouve notamment la noradrénaline, l'adrénaline et la dopamine. Des marqueurs physiologiques sont aussi présents, comme une température qui augmente, une accélération du rythme cardiaque, une respiration qui s'intensifie ou encore des sudations. On peut observer des marqueurs indirects à la douleur, comme ceux d'une réponse inflammatoire. L'inflammation vient provoquer la douleur. Dans ce cas, on observe une coagulation du sang, une perte d'appétit, de l'isolation ou encore des vocalisations. Donc là, on va prendre l'exemple du bébé ou du chat. Ces deux exemples ont été cités en cours. Comme quoi un bébé qui mange est en bonne santé. Si le système digestif va bien, tout va bien. Ou encore l'exemple du chat où s'il commence à s'isoler, à fuir les caresses, parce qu'on l'a caressé à une zone un peu sensible, on peut penser qu'il a mal à cette zone. Alors pour finir, on a aussi des marqueurs endophénotypes. Ils n'ont aucun lien avec la douleur ou à sa remédiation, mais sont tout de même présents. L'exemple typique est la dilatation des pupilles, qui informe d'une activité végétative importante. Alors c'est tout pour ce cours, pour ce résumé du cours magistral, et la semaine prochaine, nous irons dans le détail des mécaniques biologiques responsables de la douleur. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, de bonnes révisions, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.